Non mais Ségolène, t'es encore en train d'installer des jeux pour les élèves là? Mais je veux dire, ils sont en classe pour bosser, pas pour jouer. Mais ça fait pas sérieux quoi. Romain! Voilà le genre de cliché que j'entends tout le temps. Pourtant, bien utilisé, le jeu pédagogique peut être un outil très puissant pour impliquer les élèves et leur permettre de progresser. En plus, il permet de travailler tout un tas de compétences sociales. Je suis Ségolène Paris, je suis prof de SVT en collège et je joue avec mes élèves depuis près de 20 ans. Alors avec moi, vous allez monter en compétences. Je vais vous montrer comment transformer vos séquences de classe en moments mémorables, comment vous allez pouvoir instaurer ces pratiques dans vos classes sans prise de tête et je vais vous donner mes meilleurs conseils pour éviter les pièges. Mais avant de se lancer dans l'aventure à l'aveugle, on va passer par le tutoriel pour comprendre les règles du jeu. Alors entendons-nous bien, quand on dit apprendre aux élèves en jouant, ça ne veut pas dire arriver un jour en classe et de leur dire « Allez c'est parti, je vous ai préparé un petit jeu, une petite activité ludique. Trop bien. Allez, je vous donne les mots croisés. Ah non. Mais non, madame! Bah quoi? Mais c'est claqué les mots croisés! Pour les vieux. Non, le but, c'est que les élèves aient vraiment envie d'apprendre. Donc pour ça, il faut que l'activité soit un minimum amusante. Il faut qu'elle soit sociale. Et puis, il faut aussi qu'elle respecte les 4 piliers d'apprentissage de Stanislas Dehaene. À savoir l'attention, l'engagement actif, le feedback, qu'on appelle aussi le retour sur information, et enfin, la consolidation. Oui, ça y est, c'est bon, bien joué, vous venez de débloquer la compétence langage institutionnel. Et c'est promis, c'est la seule et unique fois dans cette vidéo. Et justement, des compétences, le jeu en développe énormément chez les élèves, mais aussi chez les enseignants. Ça permet par exemple de travailler des CPS comme l'autonomie ou la gestion des émotions. Et pas que chez les élèves d'ailleurs. Pas de long transport, pas de stockage, une belle économie d'énergie. Ouais, plus de bonus planète. Ça facilite les apprentissages en les rendant plus concrets pour les élèves. Ça donne de la diversité dans nos séquences, mais aussi dans nos pratiques de classe en tant qu'enseignant. Et ça, c'est hyper motivant. Mais le plus important pour moi, c'est que ça permet aux élèves de poser un autre regard sur l'école. Parce que quand vous allez proposer un jeu, vous allez pouvoir engager les élèves qui sont habituellement réfractaires à la tâche, ou bien fâchés avec les apprentissages. Si, vous voyez très bien desquels je parle. Et croyez-moi, vous risquez d'être agréablement surpris quand vous allez les voir s'épanouir en jouant. Alors que l'image que vous avez d'eux d'habitude, c'est avachi, les bras croisés sur la table. Et oui, le jeu est un excellent moyen d'effacer les inégalités. Oh, la barre d'XP est remplie. Ça y est, vous avez passé le tutoriel. C'est parti pour le niveau 1 maintenant. Maintenant que vous n'êtes plus des noobs, mais que vous êtes des apprentis joueurs, je vais vous expliquer comment mettre ça en place concrètement dans votre classe de manière très simple. Quand on veut se lancer dans le jeu en classe, il y a déjà pas mal de ressources disponibles en ligne, gratuites et déjà prêtes à l'emploi. Vous pouvez en trouver sur mon blog, leboulotpédago.sego.fr. Oh, c'est bon, j'ai droit quand même! Ou sur le site de la Team Ludens et sur les sites académiques. Finalement, pour vous lancer dans l'aventure, vous n'aurez besoin dans votre inventaire que de un ordinateur, une paire de ciseaux, une imprimante et éventuellement une plastifieuse. Évidemment, il vaut mieux prendre l'imprimante de votre établissement plutôt que d'imprimer ça chez vous, à la maison. Ce qui est bien pour commencer, c'est de détourner un jeu qui existe déjà et dont tout le monde connaît les règles. Prenez un jeu populaire, très simple, détournez-le en utilisant vos propres images sur Canva et vous aurez une activité ludique facile à être utilisée avec vos élèves. Ça peut être par exemple un double sur la verrerie ou bien un jeu de cette famille sur le réchauffement climatique. Ça peut être aussi un jungle speed sur les énergies ou bien même un domino sur les molécules. L'avantage, c'est que les élèves connaîtront les règles du jeu, ils pourront donc les expliquer à leurs camarades et donc vous allez gagner un temps précieux. Vous pouvez aussi tenter de détourner des jeux plus complexes. Par exemple, j'ai détourné le Milborn pour en faire un jeu autour du réchauffement climatique. Mais dans ce cas-là, il faudra prendre du temps pour expliciter les règles du jeu. Ça peut d'ailleurs être un très bon exercice pour travailler les compétences langagières. Bon, maintenant que vous avez gagné en expérience et que vous êtes déjà inspiré de ce qui existe, on va pouvoir passer au niveau 2. Réutiliser ce qui se fait déjà, c'est pas mal, mais parfois ça ne correspond pas tout à fait à nos objectifs d'apprentissage. Alors, si vous avez une appétence pour le jeu, n'hésitez pas, vous pouvez créer le vôtre. Alors évidemment, vous allez me dire, tout le monde n'est pas game designer. C'est vrai, mais vous pouvez utiliser un jeu que vous connaissez déjà en simplifiant les règles ou en les adaptant. Par exemple, j'ai créé le jeu Le Damier de l'alimentation durable. Les règles sont très faciles à assimiler, ça demande peu de matériel et ça correspond complètement à mes besoins pédagogiques puisque ça a été pensé pour. On peut également citer comme autre exemple le jeu des règles du labo de Jean-Kévin. C'est un jeu adapté d'un jeu anglais créé de toutes pièces
mais traduit en français par ses soins. Et ça aborde la précarité menstruelle en classe de 4e. Il a de super bons retours dessus et si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Maintenant, si vous avez du matériel informatique à disposition, une autre solution, c'est de vous lancer dans les escape games numériques. Soit vous pouvez aller les chercher dans l'immense bibliothèque du site Scape, et il y en a pour tous les goûts et pour toutes les matières. Le plus simple, c'est de les construire avec Geniali, qui va vous permettre de tout personnaliser, de rajouter des liens vers des vidéos, d'écrire une histoire, ou encore de créer des animations sympathiques. Oui, comme notre écran jeu vidéo par exemple. Dans tous les cas, que vous l'ayez créé vous-même ou que vous l'ayez trouvé quelque part, le plus important c'est de le tester avant de l'utiliser avec vos élèves. Parce que franchement, quand il y a une énigme dont vous n'avez pas la solution et qu'il y a les 24 élèves qui sont en train de vous regarder en attendant que vous réagissiez, je vous dis pas le moment de solitude. Bravo, vous êtes monté en compétence. Maintenant, on attaque le niveau ultime, celui de créer des escape games, mais dans votre classe cette fois-ci. Et pour vous montrer tout ça, je vais avoir besoin d'un assistant. Tiens Romain, viens au lieu de jouer au perchiste. De quoi? Bah oui, tout le monde a vu que tu servais à rien. Regarde, j'ai un micro sans fil. Ok, c'est vexant. Je te donne 30 minutes pour retrouver les clés que j'ai cachées dans ma salle. Tu vas voir, t'as du boulot. Il y a 4 énigmes à résoudre. Ah ouais? Et sinon quoi? Bah sinon, tu repars chez toi dans le train, mais sans tes clés. Non. Si. Oh putain, t'abuses. Oui, alors le stade ultime, ce sera de créer votre propre escape game à jouer dans votre salle. Coopération, bon, c'est vrai que là, il est tout seul. Donc je disais, coopération, persévérance, esprit d'initiative, résolution de problèmes, les élèves vont travailler tout ça dans le jeu. Et en plus, ce sera au service des notions à apprendre. Vous allez voir, ils vont apprendre comme jamais et ils vont chercher sans même s'en rendre compte. En plus, avec un peu de matos, vous pouvez faire des jeux vraiment aboutis. Alors, bien sûr, il faudra préparer tout ça en avance. Il va vous falloir trouver le thème ou la notion à aborder, choisir le lieu, préparer vos énigmes, anticiper le matériel dont vous aurez besoin, penser à la durée et aussi penser au mode de restitution. C'est sûr que c'est beaucoup de préparation. Mais avec les émotions vécues, les élèves vont vraiment se souvenir de toutes les énigmes résolues et donc des notions que vous vouliez travailler. C'est bon, Ségolène, rends-moi mes clés là, j'en ai marre. Il te reste 5 minutes. Oh, allez. Si vous avez peur de vous lancer dans les escape games, vous pouvez toujours faire un tour sur mon site internet et vous aurez des exemples d'énigmes que l'on peut faire avec les élèves. J'ai trouvé mes clés. Parfait, j'ai encore besoin de toi. Allez, on y va. Bravo, vous êtes passé maître du jeu. Félicitations. Mais votre quête n'est pas tout à fait terminée. Allez, on continue. Bon, maintenant que vous êtes des joueurs aguerris, on va s'attaquer au boss final. Et pour ça, je vais encore avoir besoin d'aide. Non, Allez, non, tu viens. Non, non, non. Allez, ah si, tu discutes pas. Allez. Ségolène, tu peux expliquer ce qu'on fait habillé comme ça là? Et on va où? Là. Quand vous allez vous lancer dans l'aventure, il y aura forcément des pièges à éviter. Alors, autant vous y préparer tout de suite. Attention! D'abord, le manque d'anticipation. Si vous vous lancez en classe entière, dans un escape game ou dans un jeu de cartes par exemple, testez-le d'abord en petit comité. Cela vous permettra de voir les difficultés éventuelles que pourront rencontrer vos élèves pour s'approprier le jeu, mais aussi les difficultés que vous pourriez rencontrer en classe, comme par exemple des règles du jeu trop compliquées ou bien un temps de jeu trop court ou trop long. Ensuite, un autre écueil que vous allez devoir combattre, c'est de passer trop de temps à jouer. Vous avez un programme à suivre. Même si on sait bien comment ça se passe en réalité. Si vous passez trop de temps à jouer, vous aurez moins de temps à consacrer aux notions. A l'inverse, jouer pour jouer n'a pas vraiment d'intérêt. Donc ne négligez pas le débriefing. Il faut que vous gardiez en tête que l'objectif, c'est qu'ils apprennent des choses et les retiennent. Ah oui, il y a aussi la gestion du groupe. Vous allez devoir gérer le bruit, d'éventuels conflits, de l'agitation. Alors, posez des règles claires et simples pour ces moments. D'ailleurs, je vous renvoie vers la vidéo d'Aurélie qui est très bien faite à ce sujet. Et enfin, le boss final. Le temps de préparation. Oui, c'est sûr, ça va vous demander pas mal d'heures de travail pour préparer tout ça. Souvent, on a peur de se lancer devant l'immensité de la tâche, surtout avec les innombrables galères d'impression, de mise en page, dans lesquelles vous allez forcément tomber, sauf si vous jetez un coup d'œil sur notre Ludofiche. Mais il faut voir ça comme un investissement sur le long terme, parce qu'une fois vos jeux créés, vous allez pouvoir les réutiliser les années suivantes, les améliorer, ou même les adapter si les programmes changent. Et je vous assure qu'une fois que votre jeu fonctionne, que tout le monde y prend du plaisir, ça compense largement toutes les soirées que vous aurez passées à les concevoir. Ouais, c'est bon, j'abandonne, je te laisse. Je suis pas assez payé pour ça, moi. Trouillard!
C'est bon, c'est fini. On rentre. C'est bon, on a fini là, ça y est? Pas tout à fait. Il reste encore une dernière étape, et c'est sans doute la plus importante. Bon, c'est super, vous avez joué avec vos élèves. Mais si vous voulez vraiment qu'ils retiennent ce qui était à apprendre, il ne faut surtout pas négliger le débriefing. C'est la phase qui vient après le jeu et qui va permettre d'expliciter les notions et les compétences travaillées, mais aussi d'ancrer les apprentissages. Parce que par exemple, si on les fait jouer à Angry Bird pour travailler la physique, il va falloir revenir sur leur expérience de jeu pour comprendre les notions travaillées, comme les forces, les trajectoires ou les paraboles. Et il faut absolument inclure cette étape dans la séance ou dans la suivante, parce que sans cela, ils auront passé un bon moment, mais ils n'auront pas retenu grand-chose. En général, j'organise le débriefing en 4 étapes. D'abord, je recueille leur réaction à chaud sur le jeu. Alors évidemment, une fois passés les traditionnels « j'ai aimé, j'ai pas aimé », je les pousse à développer leur ressenti et leur expérience du jeu. Ensuite vient le temps de l'institutionnalisation. C'est le moment où on va revenir sur les notions et les compétences travaillées. Par exemple, dans un escape game où il fallait trouver des indices en dissolvant du sucre dans de l'eau, j'ai pu travailler avec eux sur du vocabulaire comme dissolution, soluté ou solvant, mais aussi parler densité pour expliquer pourquoi les papiers remontent à la surface. Bref, c'est à ce moment-là qu'on va faire le lien entre ce qu'ils ont manipulé et ce qu'ils doivent en retenir. Mais dans le débriefing, il n'y a pas que les notions. Il y a aussi les compétences transversales sur lesquelles on va pouvoir revenir, comme la communication, la persévérance ou la coopération. C'est super important de leur faire des retours sur ces aspects. D'abord pour qu'ils puissent s'améliorer pour la prochaine fois, mais aussi pour les valoriser. Et enfin, je profite de ce moment pour recueillir leurs suggestions sur mon support de jeu, mais aussi sur la façon avec laquelle je traite les notions. Mon objectif, c'est que le jeu soit le plus efficace possible pour la prochaine fois. Et ce n'est pas parce qu'on ne joue pas à ce moment-là qu'on ne peut pas rendre le débriefing ludique. Par exemple, pour récupérer leur feedback, j'utilise des outils comme WooClap ou alors des post-it, ce qui permet d'avoir les retours de tout le monde et pas seulement de ceux qui lèvent la main. On peut faire un bilan en construisant une carte mentale collectivement, en utilisant un plasmat pour commencer par une réflexion individuelle avant de faire une synthèse par groupe, mais aussi en utilisant des leçons à manipuler. Ça permet de varier les approches de restitution, de choisir celle qui est la mieux adaptée aux notions abordées, mais aussi de les impliquer activement pendant ce moment ô combien important. Bon ben, je pense que j'ai tout dit. Ça y est, on a fini. Ah ben voilà. Bah, c'est pas trop tôt, hein, parce qu'il y en a qui ont leur train à prendre. Attends, il faut conclure quand même. C'est bon, Ségolène, cette fois-ci, c'est vraiment fini? Alors pour nous, oui, mais pour vous, ça n'est que le début de l'aventure, j'espère. Comme on l'a vu, le jeu est un outil puissant pour fédérer les élèves autour des notions, leur permettre d'apprendre autrement, mais aussi de les faire grandir. Alors, je sais bien que tout ce que je vous ai montré aujourd'hui peut vous donner le vertige, mais ce ne sont que des idées. Commencez par des choses simples, des jeux déjà existants, et petit à petit, vous allez prendre de plus en plus de plaisir, et vous serez surpris de voir les progrès que vont faire vos élèves. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous lancer dans l'aventure. Et vous, quel jeu vous mettez en place dans vos classes? Dites-nous tout en commentaire. Et merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, puis on se retrouve bientôt pour donner vos tutos sur Aquaprof. Vous ne passerez... Non, mais putain, j'ai trop envie de pisser là, grave. Oh punaise, elle me saoule cette année.